Bon, encore une fois, je m'absente 2 jours de cette chaîne et c'est le bordel. Alors si vous vous souvenez un peu, il y a quelques mois, nous avions déjà assisté à une crise israélo-iranienne et ça s'est terminé par des échanges de drones et un gigantesque concours de tir aux pigeons ou de tir sur drone. Des deux côtés, pour un résultat qui laissait à penser qu'il y avait comme un goût d'inachevé d'un côté comme de l'autre. Il n'y avait pas de deal, pas d'accord, pas de réelle trêve et surtout une haine toujours très tenace. Dans la nuit de jeudi à vendredi, malgré le fait que Trump avait encouragé Netanyahou à ne pas frapper l'Iran, le Premier ministre israélien a donc décidé unilatéralement de frapper l'Iran, mais en s'attaquant cette fois directement au site nucléaire iranien. Et sans être des experts militaires, on a quand même l'impression que cette fois, les Israéliens n'y vont pas juste pour une semaine. Ils y vont pour dégager une fois pour toutes ce gouvernement de cinglés extrémistes qui menace Israël, selon les dires de leur Premier ministre, qui lui n'est pas extrémiste. Bref, on va pas juger parce que c'est pas mon job, et mon job c'est justement de me concentrer sur l'aspect financier de la chose. Non, parce que cette semaine, on a eu droit au deal sino-américain dont on ne parle plus depuis la photo de famille, on a eu droit à l'inflation qui ne monte pas autant que l'on craignait parce que l'impact des droits de douane ne se ressent pas encore, il paraît, et puis depuis vendredi matin, on a tout oublié et on s'est concentré sur le sujet éternel à chaque fois que ça pète quelque part dans le monde. Est-ce que le marché va se crasher à cause de la guerre ou pas? On fait donc le point sur le CPI, sur l'accord sino-trumpo-americano, et puis on va se creuser un petit peu la tête sur ce qui se passe 60 jours après le tir du premier missile. Ah oui, et puis on va aussi parler de la Suisse, un petit peu. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 14 juin 2025 et je suis Thomas Veillet. Eh oui, c'est encore moi. On nous avait donc promis un accord historique entre les États-Unis et la Chine. Résultat, un accord unilatéralement annoncé par Trump avec à la clé un maintien des taxes douanières à 55%. En clair, Biden plus Trump égale addition de couches tarifaires, ce qui était censé faire plaisir à tout le monde. Et les Chinois dans tout ça, eh bien, silence total, aucune confirmation officielle, juste une vague allusion au consensus de Genève. Autant dire que le deal magique n'est toujours pas signé. Et même s'il l'était, ce serait plutôt un cessez-le-feu fragile qu'une paix durable. Un cessez-le-feu type cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Côté terrain, eh bien, c'est la pagaille. Les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 34% au mois de mai. Pékin reroute massivement ses flux vers le Vietnam pour essayer de contourner les barrières. Les chaînes d'approvisionnement sont en vrac. Les boîtes américaines commencent à souffrir et le consommateur, inévitablement, on a comme le sentiment qu'un jour, il va finir par payer l'addition. Même si, pour l'instant, comme le gars qui tombe depuis un gratte-ciel de 150 étages, dit en passant devant la fenêtre du 50e, jusque-là, ça va. Mais comme d'habitude, les marchés ont regardé la photo des négociateurs avec un sourire figé et ils se sont dit, ah, bah, tant qu'ils se parlent, c'est cool pour les détails, on verra plus tard de toute façon. Et puis il y a eu l'inflation, moins pire, mais plus confuse quand même. Mercredi, le CPI américain sort à 2,4%, moins que prévu, c'est bon signe. Ouais, enfin, peut-être ou peut-être pas, parce qu'en fait, l'impact des droits de douane censés faire monter les prix ne se voit toujours pas. Est-ce une bonne nouvelle? On ne le sait pas. Mais bon, les économistes ont quand même sorti la boule de cristal et nous ont dit « Ouais, mais l'effet, il va venir en juin. » Non, plutôt en août. Ouais, bah ça dépend, peut-être jamais, parce que si on en dit, on ne sait pas. Ou alors, peut-être que c'est déjà dans les prix, mais on ne sait pas trop où ça se cache. Et ça, même si Walmart a annoncé qu'ils allaient arrêter de faire tampon durant le mois de juin, comprenez, on arrête de compresser nos marges pour être gentil et on se remet au vrai capitalisme de base. Résultat, Powell garde la main sur le bouton pause, Trump hurle pour une baisse des taux, il veut s'embêper d'un coup, ni plus ni moins, et il laisse entendre qu'il va bientôt annoncer le successeur de Powell, histoire de lui mettre la pression encore un peu plus. Les punchlines de la part du président américain sont légion en ce moment, et si Powell n'a pas encore compris le message qu'il ferait bien de démissionner avant la fin de son mandat, il doit être complètement stupide. Et nous, entre-temps, on attend. On attend, bien sûr, encore, on passe notre temps à attendre. Mais maintenant, on n'attend plus la cause de l'inflation, on n'attend plus de voir ce qui va se passer au niveau des taux, on attend parce que le Moyen-Orient est en feu, et ça, c'est une autre histoire. Donc, vendredi, Israël frappe l'Iran, directement, violemment, stratégiquement. Objectif, les sites nucléaires, plusieurs bases balistiques, et surtout Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution, éliminé, net. Réaction immédiate, l'or bondit à 3443 $, le pétrole s'envole jusqu'à 74 $ au moins, les marchés décrochent, les investisseurs fuient vers les actifs refuges comme le franc suisse,
et des fois un peu le dollar. Et pendant que Netanyahou annonce que l'opération Rising Lion va continuer et qu'il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, ou à moins que ce soit aussi longtemps que nécessaire, enfin bref, il va rester là-bas un moment, une chose est sûre, ils y sont pas allés pour le week-end. Téhéran a prévenu, ceci est une déclaration de guerre. Le mot est lâché, il n'y a plus de doute, c'est plus des échanges de missiles, c'est une guerre. Pendant ce temps, les Américains s'en lavent les mains et ne veulent pas être mêlés à ça. Et Rubio a prévenu, ne touchez pas aux bases US de la région, sinon... D'ailleurs, pendant ce temps, le nombre de pizzas emportées vendues autour du Pentagone a littéralement explosé, ce qui veut dire que le personnel du Pentagone n'a pas vraiment des masses de temps libre pour aller se faire une terrasse au soleil, ce qui veut aussi dire que l'ambiance doit être un tout petit peu tendue à Washington. Alors on ne va pas se substituer aux experts militaires de la télé, mais il faut tout de même voir les choses sous deux angles différents. Soit c'est encore une guerre courte à coups de missiles et d'antimissiles, auquel cas ça sera oublié dans 10 jours comme la dernière fois, soit ça sera l'embrasement avec potentiellement les bases américaines attaquées et donc l'implication des Américains. Le problème, c'est pas juste les missiles. Au-delà de l'embrasement, c'est le détroit d'Ormuz, 33 km de large, mais aussi par où transite 20% du pétrole mondial. Si les Iraniens décident de tout fermer, ça aura des conséquences dramatiques sur le pétrole. Bien entendu, hausse immédiate du baril à 3 chiffres au minimum. On notera qu'actuellement, les traders parient sur un baril à bien plus de 80 $ dans les jours à venir, ce qui mènera surinflation importée dans tous les pays développés, récession garantie dans tous ceux qui ont un minimum de dépendance énergétique au pétrole. Salutations amicales à Ursula von der Pfizer. Tension sur les taux, pression sur les banques centrales et retour de la stagflation. Eh oui, vous connaissez la suite. Et puis après, comme à chaque guerre, on court dans tous les sens, on panique, on parle de guerre mondiale et d'effondrement des marchés. Et puis, finalement, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Alors, dans le passé, si on regarde un petit peu en arrière, à chaque guerre, c'est la même chose. On réagit choc, panique, vente brutale. Et puis ensuite, on prend une grande inspiration ou respiration, et puis c'est stabilisation et adaptation. Et finalement, on entame le rattrapage haussier, souvent très rapide, et c'est pareil à chaque fois. Et si vous avez le moindre doute, j'ai pris quelques exemples, et vous pouvez chercher beaucoup plus loin. Ukraine en 2022, moins 2,5% le jour de l'attaque, plus 15% un mois plus tard. Guerre du Golfe en 91, correction initiale, puis rallye de 30%. Seconde guerre mondiale, la bourse US explose de 50% entre 39 et 45. Ça marche aussi pour le Vietnam, ça marche aussi pour la Corée. Bref, c'est systématique. Moralité, les marchés s'en foutent de la morale. Ils regardent le coût économique réel, la capacité des États à tenir la ligne et la réaction des banques centrales. Et souvent, après, le son du canon, eh bien, c'est le son du pognon. Alors, où est-ce que tout cela nous mène? Eh bien, on entre bien sûr dans une phase critique. L'incertitude géopolitique est maximale. L'impact inflationniste potentiel est sous-estimé pour l'instant. C'est en tout cas l'impression que ça donne. Les marchés sont accros à la hausse, mais assis quand même sur un baril de poudre. Si le conflit reste contenu, le scénario reste bien sûr celui de la résilience. Mais si l'Iran riposte à grande échelle, si les routes maritimes sont perturbées ou si les États-Unis sont entraînés malgré eux dans ce conflit, alors le prochain mouvement de marché ne sera probablement pas une consolidation de 2%. Ça sera probablement autre chose, quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément encore pricé dans le marché et qu'on ne pourra pas simplement ignorer en achetant du Nvidia ou en tweetant « Tout va bien, #happy ». Conclusion, la bourse est amnésique, mais pas stupide. Pour l'instant, les marchés font ce qu'ils savent faire, ils minimisent, ils temporisent, et ils espèrent que tout ça va passer comme une mauvaise grippe. Mais cette semaine marque aussi un tournant, le retour du risque réel, palpable, tangible, pas juste un tweet ou un chiffre qui rate les attentes de 0,1%. Et comme toujours, c'est pas la chute qui fait mal, c'est l'atterrissage. Mais en attendant, pour entamer le week-end et pour se préparer à la semaine qui nous attend, prenons quand même le temps de se souvenir que nous avons une guerre entre Israël et l'Iran qui s'envenime à très grande vitesse, des droits de douane américains proches de leur plus haut niveau depuis 100 ans, une réserve fédérale qui retarde encore et encore la baisse des taux, le rendement de 10 ans qui remonte en direction des 4,5, le prix du pétrole en hausse de près de 40% sur 2 mois, pas vraiment ce qu'on attendait, une crise du plafond de la dette et des déficits qui s'aggravent aux États-Unis, et pourtant, le S&P 500 est à peine à 2% d'un nouveau plus haut historique. Alors très sincèrement, je me demande simplement si on peut vraiment lutter contre ce marché ou si on est simplement dans une période de bull market forever. Les performances de la semaine, nous avons donc le pétrole, bien sûr, qui prend 13%, on verra le graphique tout à l'heure, l'or qui prend 3,64%,
évidemment. Et puis les semi-conducteurs qui finissent en hausse de 1,47% la semaine quand même. L'argent qui continue à se comporter relativement bien. Et puis après le reste, eh bien c'est du rouge, à moins 0,25 à Shanghai, moins 0,39 sur le S&P 500. Le DAX qui remporte la panne du plus gros loser de la semaine avec moins 3,24%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu le DAX aussi faiblard. Donc comme quoi, ça arrive quand même de temps en temps. Mais vous voyez que la semaine, l'un dans l'autre, par rapport à ce qui s'est passé vendredi, j'ai envie de dire, on s'en sort encore relativement bien pour l'instant. Mais encore une fois, souvenez-vous toujours que les crises militaires, ça finit toujours par monter à la fin. Du côté du SMI, la semaine était principalement rouge également. Là, on a pris une claque en fin de semaine à cause de la guerre, bien sûr. Et puis, alors on avait pas mal de pression sur les assurances, on avait pas mal de downgrade, entre autres sur la Zurich, sur la Swiss Re. Et vous voyez qu'il y a plusieurs actions qui sont quand même pas mal sous pression sur la semaine. Et l'UBS qui s'est fait un retour de manivelle, puisque la semaine dernière, c'était le gros leader de la semaine, et que finalement, on a vu que ce qui se passait avec le Conseil fédéral ne leur plaisait pas vraiment, que ça pouvait poser quelques problèmes de réflexion sur le long terme, même si aujourd'hui, tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur l'impact positif ou pas de ce qui s'est passé avec l'UBS. Donc en gros, avec une semaine assez pourrie, pas très spectaculaire, avec une ambiance qu'on aurait pu trouver un peu plus enthousiasmante. Enfin, c'est la semaine qu'on a vécue. Mais l'un dans l'autre, jusque-là, ça va. On commence donc notre revue graphique avec, là, vous le voyez, le SMI. Alors, si c'est pas un range, ça, je ne sais pas ce que c'est. Prochain niveau d'achat sur le SMI, on va directement aller chercher les 12 050. Allez, 12 000, 12 050. Si on va jusque-là, il faudra racheter pour essayer de jouer le rebond à l'intérieur de ce range. Bien évidemment, c'est toujours difficile de faire de l'analyse technique quand on a une guerre qui est en train de démarrer au Moyen-Orient. Mais en tous les cas, pour l'instant, si je devais avoir juste une réflexion technique, puisqu'on dit que finalement la technique discount everything et tout est déjà dans les prix, j'irais quand même essayer de me positionner sur le bas de ce range, donc autour de 12 050 sur le SMI. Aux États-Unis, ben vous voyez, alors on est effectivement très proche des plus hauts historiques. Si on essaie d'élargir le graphique, on voit que les plus hauts historiques sont ici, 6160, 6150 par là autour. On a tenté le coup l'autre jour, la fin de semaine était assez violente, mais vous voyez que l'un dans l'autre, le marché finit pas non plus au plus bas de la journée. Donc on a eu cette crise de panique. On est sorti de cette tendance haussière à très court terme. Il faudra voir où est-ce qu'on va se positionner. Je pense qu'on peut imaginer un retour sur les 5900. Et à ce niveau-là, au niveau trading, j'essaierai de me remettre long pour repartir à la hausse. À moins que, bien évidemment, le conflit s'envenime du côté d'Israël et de l'Iran. Le Semiconductor Index, il continue de bénéficier de pas mal de bonnes nouvelles du côté de Micron, du côté de TSMC, du côté de Nvidia. Tout le monde est plutôt positif. Donc, vous voyez que le stock se comporte relativement bien. On est allé chercher presque le haut du range à 5415. On s'est arrêté un petit peu plus tôt, 100 points, 150 points avant. À surveiller attentivement pour ces prochains temps. On peut envisager un retour dans la tension actuelle, qu'on retourne sur le bas du range là aussi, sur le SOX Semiconductor Index. Donc à surveiller, c'est vrai que surtout maintenant on va rentrer dans une période très macro avec peu d'informations sur les sociétés pendant quelques semaines. Donc on peut envisager un petit retour sur le Semiconductor Index, surtout compte tenu de la situation géopolitique. Alors pour une fois, le plus gros loser de la semaine, c'est le DAX. Alors le DAX, il était un peu victime des craintes douanières de Trump, des craintes militaires, enfin bref, tout ça fait que finalement on a un indice allemand qui s'est pris quand même une jolie petite claque. Vous voyez que sur la semaine, on est quand même allé chercher des niveaux assez intéressants sur le DAX. On est au plus haut la semaine dernière, on était au plus haut de tous les temps. Et on a quand même perdu sur quelques jours de séance de trading, on a perdu pratiquement 4% sur le DAX. On peut imaginer qu'on vienne retester les lows de cette période-là qui nous ramène un peu milieu du mois de mai. Et puis après, on pourra essayer de jouer un rebond si on vient tester ce niveau-là. Et puis on sera en train de construire aussi un range sur le DAX. Mais enfin, pour l'instant, là aussi, on va surveiller attentivement ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Le CAC 40, alors lui, s'effrite gentiment en direction de sa moyenne mobile des 200 jours, qui est la ligne verte qu'on voit ici. On peut imaginer qu'on va essayer de se repositionner là. Il y a eu pas mal de commentaires négatifs sur la thématique du luxe ces derniers jours, puisqu'effectivement, dans un environnement militaire comme ça, et si le conflit devait grandir et exploser et potentiellement faire booster l'inflation, faire sortir tous ces problèmes au niveau du détroit d'Ormuz, forcément, ce ne serait pas très enthousiasmant pour le marché du luxe. Donc, les gens sont un peu méfiants. On a entendu quelques analystes venir dire des choses négatives sur le luxe. Donc, forcément, un peu de pression sur le CAC. Mais n'oubliez pas qu'à l'intérieur du CAC, il y a aussi Total qui, lui, devrait potentiellement bénéficier du comportement du baril. Dans les écoles de bourse, on nous dit quand tout va mal, il faut acheter de l'or. Alors voilà, tout va mal, on achète de l'or. Alors, vous voyez que le graphique de l'or
Il a fait sa consolidation et là, il est en train de repartir à toute vitesse. Vu l'environnement, la question n'est pas de savoir si on va aller au plus haut de tous les temps sur l'or, mais quand est-ce qu'on va aller clôturer au plus haut de tous les temps. Donc, on va aller chercher les 3000, au-dessus des 3500. En tout cas, pour l'instant, tout le monde cherche des assets de refuge, comme on le disait tout à l'heure. Je ne sais pas si cette guerre va durer très longtemps, mais en tout cas, tout le monde est à la recherche d'abri. Et alors, forcément, va en bénéficier encore et encore ces prochains jours. Alors, voici le pétrole. Vous voyez deux cercles jaunes. Le premier, c'est le cercle qui représente le mois de mai. Et l'autre cercle jaune à la droite, eh bien, c'est celui qui représente le mois de juin. Donc ça, c'est le mois de juin et ça, c'est le mois de mai. Et si vous voulez réfléchir 2 secondes là-dessus, en fait, quand on regarde les chiffres de l'inflation qui sont sortis aux États-Unis, on nous a dit qu'ils étaient maîtrisés parce que le pétrole était maîtrisé, parce qu'il est resté dans ce range-là. Depuis que les chiffres sont sortis, le pétrole, il a fait ça et aujourd'hui, on est monté au plus haut jusqu'à plus de 76 $. Quand vous regardez le volume des calls qui sont traités sur le marché du pétrole en ce moment, clairement, le pari se prend qu'on va aller en dessus de ça. Pas à 80, mais bien au-dessus de 80. Je vous disais tout à l'heure, s'il y a des problèmes au niveau du détroit d'Ormuz, potentiellement, les experts nous disent que si ils ferment le détroit d'Ormuz, on peut envisager le baril à pratiquement 100 $. Donc je vous laisse imaginer, si dans l'hypothèse, on montait jusqu'à 100 $ sur le baril, pour être gentil, je vous laisse imaginer ce que ça aura comme conséquence au niveau de l'inflation, parce que la semaine dernière, on a eu une inflation qui nous donnait un chiffre légèrement en dessous des attentes, donc plutôt encourageant. Mais de l'autre côté, et si ça continuait dans la mauvaise direction, on va avoir non seulement le pétrole qui va pousser à la hausse, mais en plus, normalement, les premiers impacts des droits de douane qui vont arriver durant le courant du mois de juin. Je ne suis pas sûr que si ça continue comme ça durant tout le mois de juin, eh bien les chiffres du CPI qu'on sortira au début du mois de juillet soient aussi encourageants de ça. Alors vous me direz, bien sûr, on s'en fout, on est en vacances, mais quand même il faut le retenir. Donc techniquement, le pétrole a tout pété à la hausse, moyenne mobile de 200 jours y compris. Tout le monde est hyper bullish. Si le conflit continue à durer, je pense que les 80 $ sont effectivement quelque chose qu'on pourra envisager dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Et puis je vous montre encore le rendement du 10 ans. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller ces temps. Le rendement du 10 ans est remonté en fin de semaine également. Donc, vous voyez qu'on termine la semaine à 4,40. Ça, c'est le truc qu'on parle moins depuis qu'on a refusé les 4,60 de rendement sur le 10 ans. Mais autant vous dire que si on va rechercher dans un premier temps les 4,50, puis les 4,60, le risque qu'on a, c'est que finalement, on a un nouveau démarrage du rendement du 10 ans. C'est un truc qu'il faudra surveiller. Alors, pour l'instant, vu les tensions, les gens font du flight to safety. Donc, ils vont normalement acheter plus de bons du trésor, donc normalement le rendement devrait baisser un petit peu. C'est pas ce qui nous a montré l'indice. On montre surtout qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on ne sait plus trop quoi faire pour le moment et qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que ce conflit va nous amener. Eh bien malin, qui pourrait le dire ces prochains temps? Du côté des vedettes de la semaine, eh bien on notera que l'UBS s'était envolé vendredi dernier dans le sillage de l'annonce attendue du paquet de mesures additionnelles appliquées aux établissements bancaires, jugés systémiques. Le volet sur les fonds propres avait notamment suscité l'ire des responsables du résident de la Bahnhofstrasse. Et donc là, en ce moment, on fait la gueule. La semaine dernière, le CFO Todd Tuckner l'a dit cash. Ils sont déçus par les nouvelles règles suisses sur les fonds propres. En gros, le Conseil fédéral veut durcir la vis pour les banques, trop grosses pour faire faillite, surtout celles avec des filiales à l'étranger. Résultat, plus de capital exigé, donc plus de contraintes. Tuckner, lui, annonce qu'UBS va rentrer en mode lobbying politique, histoire de faire entendre raison à Berne et d'éviter de devoir empiler du capital jusqu'au plafond pour cocher toutes les cases. Objectif, un cadre plus proportionné, ou pour le dire autrement, moins pénible. En résumé, les nouvelles normes du Conseil fédéral ne mettent pas tout le monde d'accord et les avis sont clairement partagés, d'où le comportement du titre qui va dans tous les sens depuis quelques jours, tout comme les recommandations des analystes. Voilà le graphique de l'UBS qui va dans tous les sens, comme je vous le disais. Donc vendredi dernier, vous avez vu cette excitation après l'annonce du Conseil fédéral qui nous a fait monter quasiment jusqu'à 29. Et puis, on a été chercher au plus bas quasiment les 25,50. Et depuis, on tourne autour de cette zone-là. Donc, gros support dans la zone des 25,50 sur l'UBS. Il faudrait quand même pas qu'on ait cherché beaucoup en dessous. Et je pense que, comme d'habitude, beaucoup de bruit pour rien. Je pense que c'est simplement un niveau d'entrée relativement intéressant pour l'UBS qu'on peut trouver quelque part dans cette zone. Les fondamentaux restent OK. Et c'est pas parce qu'on leur demande de faire plus, de mettre plus de capital de côté que tout va partir à volo. Donc, à surveiller ces prochains temps. Mercredi, la Haute Cour de Londres a tranché, les loueurs d'avions ont gagné contre les assureurs et en jeu, il y avait 150 jets qui sont bloqués en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, valeur totale estimée à 4,7 milliards de $.
Les plaignants sont des boîtes comme AerCap et d'autres acteurs similaires, en face des poids lourds comme de l'assurance, comme AIG, Lloyd, Chubb et bien sûr Swiss Re. Le juge Butcher, un nom parfait pour découper un verdict, a été clair. Oui, les avions sont bel et bien perdus et la perte date officiellement du 10 mars 2022 quand Moscou a interdit de sortir le moindre zinc du territoire. Et non, les sanctions occidentales n'excusent pas les assureurs pour ne pas payer. Moralité, les assureurs vont devoir sortir le chéquier version XXL et le monde découvre qu'en cas de guerre, les avions ne volent plus. Mais les procès, eux, volent un Mach 3 en échange. Dans la foulée, plusieurs banques ont révisé leur price target sur Swiss Re à la baisse et même certains sont passés sur vendre. On notera au passage encore que les recommandations sont de plus en plus timorées sur le secteur des assurances en général. Alors vous voyez le graphique de Swiss Re qui s'est pris une belle claque. Alors n'oublions jamais qu'on a toujours des craintes quand les assurances doivent payer, puis après 6 mois après on se rend compte qu'ils ont augmenté les primes et qu'ils s'en sortent relativement bien. Les résultats, Swiss Re revient sur la moyenne mobile des 200 jours ici à 132 et des poussières, hein, c'est la zone verte là, cette ligne verte. Je pense que si on revient dans cette zone-là, ou même carrément ici, on peut commencer à se positionner pour jouer un rebond sur Swiss Re qui reste une valeur hyper stable, hyper défensive. Et quand je vois que toutes les banques commencent à downgrader le titre et tout le monde commence à se méfier, c'est souvent l'occasion de revenir se positionner dessus. Et puis, on notera au passage que la Zurich aussi est sous pression dans le même type d'environnement. On a vu, je vous l'ai dit, pas mal de downgrade sur le secteur. Alors, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer au niveau des assurances, puisqu'on a vu que les problématiques obligataires revenaient un peu souvent sur la table. Alors, même si aujourd'hui on en parle moins cette semaine, les problématiques obligataires sont toujours très présentes. Et si jamais ça devrait partir en sucette, où il y avait vraiment un gros problème obligataire, n'oubliez pas que les assurances ont des énormes portefeuilles obligataires et que généralement dans ce genre d'histoire, c'est les premiers à se prendre des baffes. Chez Roche, la FDA a donné son feu vert à Novation Bio pour son traitement Iptrozi, un médicament oral à prendre 2 fois par jour, destiné aux patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules, une forme assez rare mais très agressive en revanche. La molécule Taletecnib fait partie des inhibiteurs de ROS1, une classe ciblée très spécifique. Là, je ne sais même pas de quoi je parle, c'est comme ça. Mais c'est une grosse victoire pour la biotech US et un petit pas de plus dans la guerre contre le cancer. Côté bourse, à surveiller de près. Ça peut faire des étincelles si la commercialisation suit correctement. Et pendant ce temps, Roche Diagnostic au Middle East lance une initiative inédite, la certification de My Green Lab, validée par le programme Race to Zero de l'ONU. Objectif, rendre les labos médicaux plus propres, plus verts et moins énergivores. Le pilote se fera à l'université de Sharia en partenariat avec Pharmatrade. C'est technique, mais c'est stratégique. La santé aussi doit décarboner et Roche veut montrer qu'on peut faire de la recherche sans polluer comme une raffinerie pétrolière. Voilà, ça c'est un graphique qui se passe de commentaires parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, mais finalement il ne se passe rien sur le titre ou pas grand chose. Pour l'instant, on monte gentiment. On est en train de buter sur la moyenne mobile des 200 jours. Ça fait 3 fois qu'on tape dessus et on n'arrive pas à passer. Donc surveillez les 272 francs 30, allez on va dire ça comme ça, sur le bon rush. Et si on passe en dessus, peut-être qu'on aura enfin un potentiel d'accélération sur le bon rush. Jeudi, Novartis a sorti une bonne nouvelle bien saignante au sens littéral. Son traitement Fabhalta, destiné aux patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne, l'HNP pour les intimes. Ça a montré des résultats très solides dans une étude en phase 3B. Concrètement, amélioration significative des taux d'hémoglobine chez les patients, 0 transfusion nécessaire, pas de crise hémolytique, pas d'événements graves. Les patients ont moins la tête dans le sac, fatigue en baisse significative. Et comme l'étude concernait une population plus large et moins grave qu'avant, ça élargit le marché potentiel du médicament. Alors Novartis, on n'arrive pas à remonter au niveau des 100 balles pour l'instant, mais on a essayé de nouveau au courant de la semaine, 98,18 au plus haut sur la semaine. La tendance est toujours une tendance haussière sur Novartis, bien sûr, tant qu'on ne vient pas en dessous de la moyenne mobile à 94,78. Je pense que si on arrive à continuer encore quelques temps dans cette tendance de fond basique, on va aller chercher quand même ces 100 francs de nouveau sur Novartis, affaire à suivre. Mais en tous les cas, ce que l'on constate ces derniers temps, c'est que tout ce qui sort sur Novartis sont des bonnes nouvelles. On passe au en vrac de la semaine et on commence par Dateviller qui restructure aux États-Unis. Le fournisseur de composants grimpe de 1% sur l'annonce, malgré une annonce pas franchement joyeuse. Il va fermer son site de Vandalia dans l'Ohio et transférer la production vers 2 autres usines, toujours dans l'Ohio et en Californie. Conséquence, 70 postes qui sont supprimés. Pas de drame boursier,
mais un nouvel exemple de réoptimisation industrielle made in Switzerland. Changement de tête chez Raiffeisen, Gabriel Brenin, patron de la LLB depuis 2021, prend les commandes de Raiffeisen Suisse. Il entrera en fonction le 1er décembre. Nouvelle ère en vue pour la banque coopérative St-Galloise. Stadler Rail décroche un contrat en Allemagne. Le constructeur suisse va livrer 4 rames Tramlink à la ville de Gotha d'ici l'été 2027. Rien d'énorme, mais toujours bon à prendre. Et puis, Galderma a été freiné à Londres. Le labo perdait quelques pourcents après une recommandation de remboursement du Nemluvio au Royaume-Uni. Le feu vert est là, mais le marché fait la gueule pour l'instant. Avolta et Flughafen Zurich plombés par la géopolitique, les tensions au Moyen-Orient coûtent cher, vol annulé, tourisme impacté, et ça se voit en bourse. Les deux titres étaient sous pression en fin de semaine, et puis DKSH distribue de la précision italienne en Chine. Le groupe zurichois prend en main la vente, le marketing et le SAV des perceuses haut de gamme Rosa Armando en Chine, aucun chiffre annoncé. Mais une belle carte à jouer du côté industriel. Voilà, aussi faux que ça puisse paraître, tout le monde ne parle que du conflit entre Israël et l'Iran, mais la semaine prochaine, nous aurons tout de même la Fed qui ne va rien faire. Trump qui va parler, on ne sait pas de quoi il va parler, mais il va parler. Et puis il y aura les ventes de détail aux USA ainsi que la décision de la BNS qui risque bien de nous emmener à nouveau dans le monde des taux négatifs, ou en tout cas pas loin. On va donc être quand même un peu obligé de mettre de côté nos listes d'achats de titres qui vont profiter du conflit et se demander si avoir du RTX ou du Lockheed, ça fait pas trop agressif pour notre image d'écologiste convaincu qui se déplace en vélo pour protéger la planète. Et puis, entre deux réflexions d'investissement militaire, on se demandera si la macro nous aide à avoir une vision un peu plus long terme, tout en se souvenant qu'après le son du canon, il faudra juste trouver le fond et attendre le son du clairon pour faire du pognon. Passez un excellent week-end, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous likez, vous partagez et vous allez commenter. Et puis nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Et puis, mercredi 18 à Lausanne pour le Suisse Côte Trading Day. Très belle journée à tous, très bon week-end à tous. Bye bye!